Déchaînement de violence dans un marché du quartier de Tanguin dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou où un affrontement entre Kolgoyogo et commerçants a fait 2 morts cet après-midi. Les détails tout à l'heure dans ce journal. L'opposition politique apporte son soutien aux syndicalistes pour la grève générale et la marche du 29 novembre prochain. Le CFOP appelle ses militants à descendre dans la rue aux côtés de la CCVC, la coalition nationale contre la vie chère. Et puis, la reconnaissance de l'expertise burkinabé dans l'utilisation de la facture normalisée. Une délégation de la Direction générale des impôts du Mali séjourne à Ouagadougou. Elle vient s'inspirer du modèle burkinabé. Bonsoir et bienvenue. 2 personnes tuées, dont un boucher. Voilà le lourd bilan d'un violent affrontement entre les membres d'une initiative locale de sécurité communément appelée Kolgoyogo et des commerçants. La situation aurait dégénéré dans un marché du quartier de Tanguin dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Voici les explications et le constat de Luc Babelgem. 2 morts, des motos calcinées, c'est le bilan macabre de cet affrontement entre Kolgoyogo et quelques commerçants du marché Arbillard de Tanguin dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Selon les témoignages, des Kolgoyogo auraient ouvert le feu sur un boucher et enlevé 2 autres personnes. Je venais en peine d'arriver. Bon, j'ai appelé un de mon ami, mais il n'a pas pu décrocher. Quand j'ai pris moi mon vélo pour venir là, c'est arrivé ici maintenant que j'ai vu que le vieux père l'a déposé. En regardant maintenant, nous on a vu qu'ils ont tiré sur eux. Maintenant le vieux père est mort. Quand il est mort, nous on a essayé de les rejoindre, on n'a pas pu. Quand on a essayé de les rejoindre, ils sont revenus en groupe encore. C'est dans ça maintenant nous on a fui. Quand on a fui, ils ont commencé à tirer en l'air. Quand ils ont tiré en l'air, cette même route là, ils ont pris. Quand ils ont pris une même route là, et puis ils ne sont plus revenus. Hein. Et puis ils sont partis avec 2 personnes. Maintenant, ces 2 personnes là, nous, la population de Tanguin, en tout cas moi, je loge à Tanguin. Nous, on demande que ces 2 personnes là n'ont qu'à rentrer ce soir là. Kolgoyogo là, non, on ne leur veut plus quoi. Celui qui est mort là, moi je le vois comme mon père. La première victime, du nom de Haruna Ouedraogo, est boucher âgé de plus de 50 ans. Il aurait 2 femmes et 9 enfants. Son ami avec lequel il était dans la matinée situe ses soucis avec le groupe d'autodéfense à 2017. Les Kolgoyogo auraient extorqué environ 600 000 francs CFA à ce dernier qui porte plainte à la justice. Ce matin, Soumaïla Tabsouba dit avoir accompagné son ami au tribunal. De retour, il se sépare vers 14 h. Il ne le reverra plus si ce n'est couché sans vie. Les populations ripostent et lynchent dans la foulée un Kolgoyogo dont le corps est abandonné dans le canal à côté du marché. Les Kolgoyogo étaient venus interpeller un boucher. Je crois que c'est dans ça qu'il y a eu des altercations. Mais malheureusement, nous déplorons en tout cas une perte de vie. Selon ce que nous constatons sur place, il y a un des Kolgoyogo et il y a le boucher en question qui a aussi perdu la vie. L'endroit de la population, c'est de demander en tout cas le calme, parce que face à une telle situation, il n'y a pas autre moyen que de demander le calme et de demander à la justice de faire son travail. Des motos de Kolgoyogo sont mises à feu par la suite. Les populations, toujours sous le choc, se demandent pourquoi les autorités ont laissé la situation dégénérer, car depuis la veille, la tension était tendue. Et c'est ce mercredi qu'un Kolgoyogo et un boucher perdent la vie à Arbillard. Arbillard qui veut dire en moré, marché du mercredi. Le calme commençait à revenir après l'enlèvement des 2 corps, mais la tension était toujours vive dans l'assistance. Voilà, le Conseil des ministres de ce 21 novembre a été présidé par le Premier ministre Paul Kabatiba. En l'absence du chef de l'État en voyage au Japon, 3 dossiers majeurs ont été à l'ordre du jour. Ils concernent essentiellement la justice, la sécurité et la défense. On écoute le porte-parole du gouvernement. Sur 3 dossiers, il s'agit de dossiers essentiellement techniques. Au titre de la présidence du FASO, donc, nous avons pris un décret portant renouvellement du mandat de membre de la commission informatique liberté de Mme Ouedraogo Bonane Marguerite. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la protection civique, nous avons pris un décret portant approbation des statuts de l'École nationale de garde de sécurité pénitentiaire. L'adoption de ce statut donc, va permettre de nous conformer donc,
au décret qui régit depuis 2014 les établissements publics de l'État à caractère administratif. Enfin, au niveau du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté 2 décrets, un portant renouvellement du mandat d'un membre de la CENTIF. La CENTIF, c'est la cellule nationale de traitement des informations financières, à la personne de Mme Marie-Béatrice Tassembedo Tapsoba, et un autre décret portant nomination donc du président de la CENTIF, et c'est cette dame-là, pour un second mandat de 3 ans. Au titre des communications orales, le ministre de la Sécurité a informé le Conseil donc, du déroulement en cours de l'opération de sécurisation conjointe Burkina Faso-Côte d'Ivoire-Ghana, qui a débuté le 15 novembre et qui s'achève donc le 22 novembre, dénommée opération Koudangu 2, dans la zone donc, de l'ouest de notre territoire. À peu près 850 éléments des forces de sécurité des 3 pays donc, sont dans cette activité de grande envergure afin de ramener un peu plus de sécurité dans cette zone-là. Il a rappelé que cette opération concrétise l'initiative de Accra signée en novembre 2017 par 5 pays, à savoir donc le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana et le Togo, et qu'elle fait suite à la précédente qui s'appelait Kuntangu 1 et qui elle avait été organisée en mai 2018 avec le Bénin, le Burkina Faso, le Togo et le Ghana pour la partie donc de l'est de notre territoire. Le ministre de la Défense et des Anciens combattants a fait également au Conseil une communication relative à une publication de Human Rights Watch relative à des supposées exécutions sommaires de terroristes. Le Conseil donc a pris acte de cette situation. Il a tenu à féliciter les efforts et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité face aux groupes armés terroristes. Le Conseil donc rassure que lorsqu'il sera saisi de façon plus officielle, donc une enquête en bonne et due forme sera donc mise en place pour vérifier la nature et la véracité de ces allégations. On reste avec Rémi Fulgence Danguinou qui a été interpellé sur la rumeur qui enflamme les réseaux sociaux depuis quelques jours, la prétendue liaison extra-conjugale qu'aurait un ministre avec une membre de son protocole. Je vous propose d'écouter les échanges entre le porte-parole du gouvernement et le journaliste qui pose la question. Il y a cette rumeur-là qui enflamme la toile. Qu'en est-il? Est-ce qu'aujourd'hui vous en avez parlé? De quelle rumeur parlez-vous? Depuis le week-end, quelques allégations d'un membre du gouvernement qui aurait eu... En tout cas, monsieur le ministre, vous n'êtes pas au courant? Non, posez la question. Quand j'étais à l'école primaire, on disait tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Si vous avez même des difficultés pour aborder la question, parce que la question, ce n'est pas une question, et je voudrais féliciter les médias, ce n'est pas une question qui a lieu d'être dans les médias. Je pense que c'est une question qui est, pour moi, de bas niveau, sur lequel je pense que nous n'avons pas, en tant que gouvernement, à nous prononcer là-dessus. Il n'y a pas que le ministre. Moi-même, directement, j'ai été attaqué. J'ai fait un post avec ma secrétaire, comme je fais chaque jour. Et on a lié ça au fait que j'aurais eu des relations avec ma secrétaire. Je pense que ce que je voudrais préciser qui est important, et je voudrais féliciter les médias, c'est que les médias ne sont pas tombés dans cette situation. Je pense que laisser aux acteurs des réseaux sociaux, quand je le dis, on dit que je suis méchant, ceux qui portent les coups bas au-dessus de la ceinture, laissez-leur porter leurs coups bas et vous faites votre travail. Revenons aux choses sérieuses alors. Vous le savez, la CCVC appelle à une grève générale le 29 novembre prochain pour protester contre l'augmentation du prix du carburant. Eh bien, elle peut compter sur le soutien de l'opposition politique, le CFOP qui appelle ses militants à rejoindre le mouvement. Abdourazak Traoré. Lutte contre le terrorisme, pourquoi les ministres n'ont toujours pas contribué à l'effort de guerre? Pourquoi c'est maintenant que le gouvernement augmente le prix du carburant ou passe les bénéfices de la Sonabi quand le prix du baril du pétrole dégringole à son bas prix? Trop de questionnements à l'opposition politique depuis l'annonce de l'augmentation du prix des hydrocarbures. Après analyse, l'opposition politique arrive à la conclusion suivante. Les finances publiques burkinabées sont au bord du gouffre du fait de la mauvaise gestion du pouvoir MPP. C'est donc sans surprise que le CFA passera dans les rues le 29 novembre aux côtés de la CCVC, la coalition contre la vie chère. L'opposition politique appelle solennellement ses militants et sympathisants
ainsi que tous les citoyens burkinabés de toutes les provinces et de tous les bords politiques à prendre massivement part à ces manifestations initiées par la CCVC. Ce en vue de contraindre nos gouvernants à entendre raison et à avoir enfin pitié du peuple burkinabé. L'autre fait qui pique au vif à l'opposition, c'est l'absence du président du Faso au Conseil des ministres qui a entériné la décision de la flambée du prix des hydrocarbures. Lors du Conseil des ministres du jeudi 8 novembre, qui a pris la décision d'augmenter le prix du carburant, le président Kaboré lui-même était absent. Pour les orateurs du président Kaboré, on me passe le temps de nous rappeler qu'il a été élu par le peuple burkinabé, ce que l'opposition ne conteste pas du tout, puisque le chef de file de l'opposition était le premier, M. Zéphirin Diaby, à le féliciter. Mais quand on assume ses fonctions, il faut savoir faire la différence entre la personne et la fonction. Véritablement, le président Kaboré n'est pas encore rentré dans les fonctions du président du Faso parce qu'une décision aussi grave qui touche tous les Burkinabés, et même la femme enceinte et son fœtus, la décision ne devrait pas être prise en Conseil des ministres en l'absence du président du Faso. Cette rencontre hebdomadaire avec les journalistes a servi de cadre au CFOP pour dresser le bilan de la souscription lancée pour soutenir les FDSA. Près de 3,4 millions de francs CFA ont été mobilisés, un projet qui a inspiré les forces vives de la nation, sauf le gouvernement, constate le CFOP. De l'Assemblée nationale aux OSC, des structures du MPP, aux autres bonnes volontés, beaucoup ont répondu à l'appel en cotisant pour nos FDS. La nation l'a clairement constaté. Il ne reste plus que le gouvernement qui n'a pas encore répondu à cet appel du CFOP. Le mot effort de guerre est désormais dans le jargon de la lutte contre le terrorisme au Burkina. La troisième édition des journées anti-impérialistes, c'est pour le 1er décembre prochain, a annoncé le comité d'organisation au cours d'une conférence de presse à laquelle s'est invité encore une fois la question de la hausse du prix du carburant. Fatoumata Traoré et Abdourazak Traoré. Les journées anti-impérialistes prévues le 1er décembre 2018 se veulent une édition de grande mobilisation nationale et internationale en vue de protester contre ce qui est vu comme le malheur de l'Afrique, l'impérialisme. La hausse récente du prix des hydrocarbures en serait ses conséquences, motif suffisant donc pour les organisateurs de ces journées de réflexion d'appeler les Ouagalais à une participation massive. On parle de l'augmentation du prix du carburant. Ces instructions-là sont venues d'où? C'est venu tout droit du FMI et de la Banque mondiale. Il y a des instructions dessus qui ont demandé à notre pays d'arrimer le coût là, du carburant à l'international à la pompe. Et notre pays l'a appliqué. Et les gens se pavardent maintenant pour raconter que bon, dans d'autres pays, le prix est ainsi de même. Classons un peu le niveau de vie des populations, le revenu des populations et essayons de voir s'ils sont capables de payer ces prix-là. Il n'y a pas que le Burkina Faso qui serait victime des forces impérialistes. Ces organisations de la société civile peignent une Afrique qui peine à trouver son chemin par la faute de ces dites forces. Sur le plan économique, l'on assiste au pillage des ressources des pays africains par les multinationales impérialistes avec la bénédiction et la complicité des élites dirigeantes au pouvoir. Au Burkina Faso, ces multinationales sont présentes dans la plupart des secteurs vitaux de l'économie nationale, avec un faible contrôle de l'État sur leurs activités, notamment dans le domaine des mines, du coton, du chemin de fer, etc. Pouvons-nous imaginer que pendant que le secteur des mines produit d'importantes quantités d'or, nos populations peinent à satisfaire les besoins les plus élémentaires? Il est donc temps pour que les autorités burkinabées affirment leur souveraineté dans tous ces domaines cités, en commençant par la sécurité, clament ces représentants de structures associatives anti-impérialistes. Si vous confiez votre sécurité à un pays, souffrez que ce pays-là profite de votre sécurité pour exploiter vos ressources. Sinon, si les Burkinabés réfléchissent bien,
quelqu'un qui est allé pour mettre de l'ordre en Libye et qui a saccagé l'État libyen, quelqu'un qui a contribué d'une manière ou d'une autre au massacre au Rwanda. Ceux qui ont massacré le peuple algérien ne peuvent pas venir mettre de l'ordre au Burkina Faso. Ce n'est pas vrai. Autant de messages qui seront véhiculés le 1er décembre prochain à Ouagadougou. Le CEDAIP, la CGTB, l'ODJ, le Manifeste des intellectuels pour la liberté, l'UGEB, le MBDHP, Kebaïna et le SINAMUB sont les organisations qui portent cette 3e édition des journées anti-impérialistes. Panel, animation de stand, concerts, fourras sont au menu de l'événement. Le modèle burkinabé quant à l'utilisation de la facture normalisée fait des émules. Une délégation de la Direction générale des impôts du Mali est à Ouagadougou pour s'inspirer de l'expérience et de l'expertise du Burkina Faso. Madina Sinou. 2 ans après l'opérationnalisation de la facture normalisée au Burkina Faso, le pays se place déjà en expert dans la sous-région. Une expertise qu'il partage ici avec une délégation de la Direction générale des impôts du Mali. Venu s'informer des expériences acquises par la Direction générale des impôts du Burkina Faso dans la mise en place d'un système sécurisé de la facture normalisée, la délégation malienne veut favoriser une mobilisation optimale des recettes fiscales. Et quand on regarde également la solution du Burkina Faso, elle est la plus actualisée par rapport à toute la problématique que nous rencontrons dans la gestion de la facture normalisée. Et la ressemblance également entre l'assiette fiscale au Mali et l'assiette fiscale du Burkina. Donc c'est 2 pays qui ont en commun l'espace UEMOA et qui rencontrent à peu près les mêmes problématiques. Donc une solution qui marche bien au Burkina pourrait aussi convenablement bien s'adapter au Mali. C'est ce qui a motivé les plus hautes autorités du Mali à conduire une mission d'inspiration au Burkina pour venir s'inspirer de l'expertise du Burkina en la matière. Pendant 5 jours, la délégation malienne composée de 7 membres pourra s'approprier le modèle burkinabé et ce à travers des communications, des entretiens et des visites d'entreprise. Ce qu'en retour nous pouvons apporter à la délégation malienne au profit de la Direction générale des impôts du Mali, c'est l'expérience que nous avons vécue lorsqu'il s'est agi d'opérationnaliser la facture normalisée, parce qu'actuellement au Burkina on ne parle plus d'opérationnalisation mais on parle de gestion de la facture normalisée. Parce qu'après la première étape qui a été l'institutionnalisation, c'est-à-dire déterminer la base légale, nous sommes passés à l'opérationnalisation et actuellement nous sommes en phase de gestion de la facture normalisée. C'est dire donc qu'en moins de 2 ans, nous avons quand même une petite expérience substantielle en matière de gestion de la facture normalisée. Instituée en 2013 par la loi de finances gestion 2014, la facture normalisée se présente aujourd'hui comme une des armes de lutte contre la fraude fiscale et l'usage du faux en la matière au Burkina Faso. Le taux d'adhésion à la facture normalisée est estimé à ce jour à plus de 70% selon la Direction générale des impôts. Parlons toujours d'expertise avec celle que recherche le DTA, le département de technologie alimentaire de l'IRSAT, qui entend franchir un autre palier en accréditation. C'est dans ce cadre qu'il a reçu une mission du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. Le compte-rendu de Roméo Koeta. Le conseiller technique principal du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest dans les locaux du DTA. Le département technologie alimentaire de l'IRSAT, l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies. Une visite qui lui permet de prendre le pouls de la structure qui s'est lancée dans un processus d'accréditation de ses laboratoires. La politique qualité de la CEDEAO a été définie, élaborée, adoptée en 2013. C'est le temps, après 5 ans, de faire le bilan. Et donc, ces missions que nous faisons, ça nous permet de recueillir les avis de ceux qui ont bénéficié du programme, de façon à alimenter le rapport que la commission de la CEDEAO est en train d'élaborer sur l'état de mise en œuvre de la politique régionale de la qualité, qui prendra en compte l'état de mise en œuvre des politiques nationales de la qualité.
En ce qui concerne le DTA, on pense que nous avons recueilli beaucoup d'informations qui vont permettre d'alimenter ce rapport. Cette visite a lieu en marge des travaux de l'atelier régional sur la validation du cadre réglementaire communautaire pour la protection des consommateurs. Après avoir bénéficié d'un accompagnement du programme qualité de l'UEMOA, qui lui a permis d'obtenir l'accréditation de son laboratoire microbiologie en 2012, le DTA bénéficie cette fois-ci du programme Système qualité de l'Afrique de l'Ouest pour l'accréditation de nouveaux paramètres. Nous avons été accrédités pour les coliformes, pour les leviers moisissures. Nous voulons y joindre le salmonelle par exemple. Pourquoi? Parce que aucun sésame ne peut quitter le Burkina sans avoir fait l'analyse de salmonelle. Nous assurons déjà les analyses de salmonelle. Mais il faut justement rendre cette analyse plus crédible en allant vers l'accréditation. Et une chose, il faut le dire, parce que la démarche qualité, même si vous êtes accrédité pour quelques paramètres, tout l'ensemble est soumis à la même démarche. Et donc ça a un impact positif sur la vie du laboratoire, sur la vie des personnes scientifiques et techniques qui travaillent dans ce laboratoire. C'est ça qui est très important. Le département technologie alimentaire veut aller plus loin dans sa démarche qualité. Il a fait enregistrer sa démarche d'accréditation de son laboratoire de physiochimie auprès du SOAC, le système ouest-africain d'accréditation, référentiel en la matière au niveau régional. L'accréditation sera précédée d'audits au mois de novembre. En 2017, le volume des papiers utilisés par la Sonapost était l'équivalent de 120 arbres abattus. Vous mesurez donc l'impact environnemental, mais aussi le coût en temps et en énergie. Depuis, la Société nationale de la Poste a entamé sa transition numérique. Elle est plutôt bonne élève et même citée en exemple à l'occasion de la journée nationale sans papier qui coïncide avec la semaine nationale de l'Internet. Luc Pabelgem. L'objectif de cette journée qui se lance ce 21 novembre est d'amener les populations à se passer de l'utilisation du papier tant qu'elles ont la possibilité. Mais au-delà, l'administration publique est plus ciblée. Tant que les imprimantes vont tourner moins, les arbres auront la vie sauve. En effet, la quantité de papier qu'a utilisé une institution comme la Sonapost en 2017 équivaut à 120 arbres abattus, des arbres de 12 mètres de hauteur minimum. La Sonapost a abandonné cette pratique et s'est tournée vers le numérique. Son expérience, elle la partage à la faveur de la journée nationale sans papier. Le papier est beaucoup utilisé dans le cadre du fonctionnement de l'administration publique et privée. Préparation des comptes rendus de réunions, les notes d'information, tout cela nécessite vraiment beaucoup de papier, énormément de papier. Très souvent, des cartons même de papier, donc de documents administratifs précieux, comme donc les allées de certains locaux et autres centres administratifs. L'état dans lequel ils sont conservés les rend difficilement exploitables. Et pourtant, leur contenu est souvent d'une grande richesse. Selon les spécialistes, 40% de la richesse du contenu des documents reste oublié dans les archives, entraînant une perte considérable d'informations utiles. Cette utilisation du papier a certainement des conséquences sur l'environnement. En grandeur nature, le gouvernement souhaite que toute l'administration publique utilise moins de papier. Les comptes rendus, les rapports, les synthèses et d'autres documents peuvent s'archiver sans support papier. Le thème « Innovation numérique pour la transformation structurelle de l'économie et de la société » de cette 14e édition de la Semaine nationale de l'Internet et des autres technologies de l'information en dit long sur les ambitions du gouvernement d'aller au tout numérique en matière de modernisation de l'administration, des entreprises et de l'économie. Pour matérialiser cette volonté d'aller au tout numérique, la journée sans papier qui nous réunit ce matin a été donc instaurée. Elle vise à inciter et à encourager l'administration, les entreprises publiques et privées à se tourner vers le numérique pour réduire considérablement l'utilisation du papier afin de limiter son impact sur l'environnement. La journée nationale sans papier s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l'Internet. Si la Poste a été choisie pour lancer les activités entrant dans le cadre de la célébration de cette semaine, c'est eu égard à la transition numérique qu'elle est en train d'opérer en son sein. Et on finit avec la suite du procès du Putsch-Manqué de septembre 2015. L'interrogatoire du colonel-major Bourima Kéré a pris fin ce 21 novembre après
4 jours d'audition. Dans la foulée, c'est l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats qui a été appelé à la barre. Mamadou Traoré est accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtres et coups et blessures volontaires. Il a plaidé non coupable. Les explications de Roméo Koeta. C'est un non coupable ferme qu'a lancé l'ancien bâtonnier à la barre après que le président du tribunal lui ait notifié les charges qui pèsent contre lui. Dans sa narration des faits, il dit avoir été appelé le 16 septembre vers 22 h par le président sénégalais Macky Sall, qui s'inquiétait du sort de son homologue, le président de la transition Michel Kafando, qui était séquestré et qu'il n'arrivait d'ailleurs pas à joindre. Il a donc mandaté de rentrer en contact avec le général Gilbert Djendjéré pour lui dire de préserver l'intégrité physique des otages. C'est dans ce cadre que l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré dit s'être rendu au camp Nabakoum vers 23 h pour porter le message au général Gilbert Djendjéré. Après avoir accompli sa mission, il dit être rentré chez lui vers minuit. Et c'est justement là où ça coince. L'accusé dit être rentré chez lui à minuit alors qu'au moins 3 officiers du RSP disent l'avoir aperçu au petit matin du 17 septembre dans le bureau du chef de corps du RSP, l'endroit où se peaufinait la déclaration du CND lue à la télévision le même jour. L'accusé s'inscrit en faux contre ces déclarations. Pour lui, cela a pu être une confusion de leur part. L'autre élément à charge brandi par le parquet militaire pour tenter d'établir la complicité de l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré dans le putsch, c'est le fait que lors des négociations avec les chefs d'État de la CEDEAO à l'hôtel Laïko, le général Gilbert Djendjéré aurait présenté Mamadou Traoré comme faisant partie de sa délégation. Là encore, le mise en cause est formel. Je ne faisais pas partie de la délégation du général Gilbert Djendjéré, dit-il. La suite de son audition, c'est pour ce jeudi 22 novembre. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne demain rendez-vous à la même heure, 19 h 30. Merci de votre fidélité.